Bonjour Gaspard. Salut Benoît, Merci de nous recevoir. avec plaisir. Et là, Gaspard, tu es à 10 minutes de la ferme. Tu avais fait un petit stage chez nous et puis tu as fait un BPREA à Périgueux. C'est ça. Et donc là, tu t'es installé il y a à peine une bonne année Ouais, et en MSV. Et du coup, là, on vient voir un petit peu ta ferme. Et si tu peux nous la présenter, nous mettre quelques éléments de contexte pour partager un petit peu ton histoire, ton expérience. bien sûr. Donc j'ai commencé à travailler sur cette parcelle en janvier 2020, janvier-février 2020. Donc auparavant j'étais à Belvès, encore plus proche de la ferme de Cagnol, à la ferme de Marcillac, dont je suis parti du coup fin 2019. Et j'ai pris possession de cette parcelle du coup en janvier 2020. Donc là ici on est à Surac en Périgord, donc dans la vallée de la Dordogne. La Dordogne est à 50 mètres juste derrière. Sur des sols qui sont sablo-limoneux, donc très légers, il y a peu d'argile. Au niveau de l'historique de la parcelle, donc c'était un pré qui avait été semé pour faire du foin pour les brebis, 5 ans avant que j'arrive. Donc pendant 5 ans ça a été en pré. Et avant ça il y a eu du tabac et du maïs pendant moultes années. Donc ça c'est un peu le contexte et l'historique on va dire de la parcelle. Que te dire de plus? Donc la façon dont ça s'est passé quand je suis arrivé ici, c'est que j'ai fait un apport de matière organique, donc en l'occurrence du broyat de déchets verts et du fumier bovin. Donc rapporté à l'hectare, ça fait à peu près 100 tonnes de broyat et 20 de fumier. Donc la parcelle, là je ne l'ai pas dit, mais en gros clôturée, il y a à peu près 1 hectare. Donc peut-être qu'on reviendra après sur les surfaces de culture. Un peu plus dans le détail. Mais du Un coup, hectare de surface et du coup combien en tunnel? alors il y a 800 mètres carrés de tunnel, donc il y a 2 fois 400, il y a un abri de stockage de à peu près 300 mètres carrés. Et en surface de culture de plein champ, du coup, il y a à peu près 2500 mètres carrés de surface de culture. Donc là, je dis surface de culture pure, c'est-à-dire sans les passe-pieds, sans les allées, quoi. C'est vraiment 2500 mètres carrés de légumes exclusivement. Tout ça, en termes au niveau de l'investissement initial, est-ce que tu peux nous dire combien à peu près ça coûte une installation et combien de personnes qui travaillent sur cette ferme? Du coup, moi, je suis à temps plein sur la ferme. L'année dernière, je préfère pas dire le nombre d'heures hebdomadaires que j'ai faites parce que le contexte de réinstallation après le départ un peu précipité de Belvès et de la ferme de Marcillac fait qu'il y a eu beaucoup de choses à faire sur la première année. Donc peut-être qu'on y reviendra, mais c'est pas forcément une bonne idée de tout chercher à faire la première année. En termes d'investissement, du coup, il y en a à peu près en tout pour entre 70 et 80 000 euros qui ont été en partie achetés en termes de matériel sur le projet précédent que j'ai récupéré, notamment tout ce qui est matériel d'irrigation, toile tissée, ce genre de choses. Et après, des nouveaux investissements qui ont été faits du coup en début d'année dernière quand je suis arrivé ici. Donc les tunnels, l'abri de stockage, un complément de matériel d'irrigation, les arbres et les piquets qu'on peut considérer comme un investissement, ainsi qu'un assistant à la plantation électrique qui présente un certain nombre d'avantages, mais qui est aussi assez coûteux. Voilà, donc en tout, on est sur un budget d'à peu près 70-80 000 euros, financé par un emprunt. Donc là, moi j'ai un emprunt de 65 000 euros à la banque, dont les remboursements commencent cette année. Voilà. Et tu as bénéficié de la DJA? Alors j'ai bénéficié de la DGA, tout à fait. Donc j'ai commencé le parcours à l'installation l'année dernière en même temps que j'arrivais ici. Et la DJA m'a été versée là au mois d'avril 2021. Donc j'ai d'abord cru faire des ventes extraordinaires en avril quand j'ai eu mon compte en banque. Et en fait, non, c'était juste la DJA qui était tombée. Donc voilà, avec un prévisionnel sur 4 ans, parce que maintenant c'est 4 ans. Voilà, donc il y a ça qui apporte un peu de beurre dans les épinards, on va dire. Mais en tout cas, la DJA en tant que telle, aujourd'hui, elle est sur un compte à part, elle n'est pas touchée, mais elle n'a pas servi pour financer les investissements qui sont ici, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes problématiques à l'installation? Quelles étaient les grosses difficultés Mais du coup, c'est important, je pense, de reparler du contexte de mon arrivée ici. C'est-à-dire que moi, j'ai une sensibilité de non-travail de sol, d'apport de matière organique.
Et donc c'est vraiment un modèle qu'on avait suivi sur l'installation à la ferme de Marcillac, où on avait fait un bâchage pendant 6 mois en période poussante, donc d'avril à octobre, suivi d'un nouvel apport de matière organique et d'un semis d'un engrais vert. Et la saison suivante, à la suite de l'engrais vert en question, on avait commencé à cultiver. Donc vraiment un parcours MSV classique, on va dire, qui ici n'a pas été possible de reproduire parce que en arrivant en janvier, et quand je dis arrivé en janvier, il n'y avait rien. Donc il a fallu clôturer, mettre de la matière, monter des serres, monter l'irrigation. C'était pas possible en fait de commencer la saison 2020 sans travail de sol en fait. Sachant que moi, on en reparlera peut-être plus tard, mais j'achète l'intégralité ou presque de mes plants. Donc les commandes de plants avaient déjà été passées, donc j'arrive en février 2020, il n'y a rien, il y a de l'herbe. Je dois planter au mois de mars des oignons, quoi. Donc là, après un apport de matière organique, donc j'avais en fait une prairie avec ça de broyat dessus et vas-y, bon courage pour implanter des petites mottes de 4 un mois plus tard. Donc il y a eu un travail de sol qui a été fait. D'abord, j'ai un collègue qui est venu généreusement passer les disques. Donc pour les non-initiés, des disques, en fait, c'est 2 rangées de disques qui sont comme ça et qui viennent en fait couper sous les racines de l'herbe. Donc il n'y a pas de retournement, mais en tout cas, ça vient vraiment mettre un bon coup sur les racines de la prairie. Donc ça, c'est ce qui a été fait en premier. Donc je me suis retrouvé avec un champ de mottes. Donc là, pour implanter des betteraves, des oignons, ce genre de choses en mars, c'était pas forcément beaucoup plus évident, j'étais pas très avancé. Et en fait, le seul moyen que j'ai trouvé à ce moment-là de préparer un sol digne de ce nom pour repiquer des plants, c'est de passer le rotavator. Donc le rotavator, un mouvement, outil animé avec un mouvement de rotation qui peut créer une semelle, qui pète tout. Donc si tu as des herbes de type chien-dent, de type sorgho d'Alep, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc ça je l'ai fait. Donc ça m'a en tout cas permis d'avoir des choses très propres, très belles au niveau du sol et de mettre mes toiles tissées et de commencer à venir implanter mes oignons, mes betteraves, etc. etc. Sachant qu'à ce moment-là l'irrigation n'était pas encore en place, que l'année dernière pendant le premier confinement il a fait un temps de mois de quasiment juillet au mois de mars et avril, donc avec un sol sableux en plus j'ai eu des problèmes de pousse, plus une fin d'azote parce que en fait en passant le rotavator, pour moi, je préparais un sol pour repiquer, mais en fait, j'enfouissais aussi beaucoup de carbone sur un sol qui, on n'en a pas parlé, mais qui était à 1,7 de matière organique, donc avec une activité biologique relativement basse. Donc en fait, pas d'eau, fin d'azote et le sorgho d'Alep, dont on parlera encore une fois peut-être plus tard, qui explose. C'est-à-dire qu'un mois après avoir planté et mis les bâches, j'avais les bâches qui étaient soulevées de 20 cm, les plants qui étaient en dessous des bâches. Et du coup, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de découvrir cette horreur. C'est un peu l'impression de revenir à la préhistoire, à l'époque où les trucs étaient 100 fois plus flippants qu'aujourd'hui. Tu vois. Le sorgho d'Alep, c'est un peu le chien dent au niveau préhistorique, quoi. Ça te fait des racines, c'est des bouts de bois comme ça, quoi. Et si tu le pètes, à chaque morceau que tu pètes, tu as une herbe qui peut monter, c'est une graminée en fait, qui monte vivace, qui monte à 2 mètres, 2 mètres 50 s'il y a de l'eau et de la fertilité dans le sol. Donc ça a été très très dur, surtout toutes les premières cultures de printemps ont été un échec monumental. Les plantations sous serre, parce que du coup en même temps que je plantais, que je mettais l'irrigation, je montais une serre que j'ai couverte aux alentours du 25 avril, donc 2020. Sachant que mes plants de tomates étaient déjà arrivés, d'aubergines, de poivrons étaient déjà arrivés depuis 3 semaines et attendaient avec impatience d'être plantés. Du coup ça a été planté avec un mois de retard, donc là pareil ça a été compliqué. Alors là je savais que j'allais avoir une fin d'azote, donc pour la première fois de ma vie j'ai acheté de l'engrais pour compenser, parce que sinon ça allait être la même catastrophe que sur les oignons et tout le reste. Ce qui fait que du coup ça a quand même... Alors la reprise a été très compliquée pour les plants, ils étaient pas beaux, ils ont souffert, et puis quand ça a commencé à minéraliser avec l'engrais, ils ont repris une tête on va dire à peu près normale. Et ce qui m'a permis d'avoir une production de tomates, concombres, poivrons, aubergines correcte, vu le contexte l'année dernière. Et après, du coup, donc en fait, comme j'étais pris par le temps, j'ai passé le rotavator heureusement uniquement sur la moitié de la parcelle. Et l'autre moitié qui est derrière nous, qui était vraiment les cultures d'hiver l'année dernière, est restée à l'état de motte, suite au passage des disques.
parce qu'en fait j'avais pas le temps de m'en occuper, j'ai pas eu le temps de mettre de bâche, donc évidemment des mottes, l'herbe elle repart au mois d'avril, mai, juin, là quand il y a un peu de pluie, elle repart, il n'y a pas de problème. Du coup, pour implanter les cultures d'hiver, j'ai été obligé de retravailler le sol de nouveau pour sortir en fait ces énormes mottes, quoi. Donc là, pas de rotavator cette fois-ci, des dents, passage de dents, cultivateur ou vibroculteur en fonction de ce que j'avais sous la main, juste pour en fait physiquement sortir des racines de sorgho d'Alep, sortir des grosses mottes qui m'empêchaient d'implanter quoi que ce soit par la suite. Et voilà, donc comme ça que ça a été fait. Ça a été très dur parce qu'il y avait tout à faire, il y avait trop de choses à faire. Accessoirement, j'ai eu un petit garçon au mois d'août, donc là pareil, ceux qui s'installent le bébé au mois d'août en pleine saison, évitez. Enfin, c'est une grande joie, hein, mais essayer de le faire en décembre, c'est mieux. Donc voilà, et puis j'ai passé en fait ma saison à passer la débroussailleuse comme je pouvais sur le sorgho d'Alep qui repartait, ce qui est totalement inefficace parce que c'est une graminée, donc en fait tu la fauches, après tu arroses pour tes légumes, elle prend de l'eau, donc elle repart encore plus fort. Donc j'ai passé des dizaines d'heures à passer la débroussailleuse autour de mes cultures, voire dans mes cultures quand elles étaient vraiment trop moches, quoi. Donc première année très compliquée, où en fait j'avais pas de repère parce que j'avais jamais travaillé un sol de ma vie. Bon, j'ai pas non plus, voilà, j'ai que 3 ans d'expérience, mais avant à Belvès, à la ferme de Marciac, c'était vraiment du non-travail de sol complet. Et là, maniement de nouveaux outils, nouveaux contextes, en plus avec du coup un sol sableux, donc qui a des avantages mais qui a aussi des inconvénients, c'est-à-dire qu'il a du mal à garder l'eau. Donc quand tu repiques des plants, tu as intérêt à ce que ton sol soit bien humide au repiquage et surtout qu'il le reste en fait dans les 10 jours qui suivent. Moi à Belvès, on avait un sol relativement argileux, donc il y avait une capacité de rétention d'eau qui était bien plus importante. Plus en fait le fait qu'il n'y avait pas de travail de sol faisait que le sol gardait l'eau facilement et du coup les plants au repiquage n'étaient pas trop en danger sur un manque d'eau. Alors que ici en fait le problème c'est que si les 2 premiers centimètres du sol sèchent et que la racine du plant sort de la motte sur un sol sec et chaud parce que c'est du sol sableux donc ça chauffe vite, en fait la racine grille et en fait après le plant il stagne et c'est fini, quoi. Enfin c'est pas fini mais il va avoir vraiment du mal à trouver son enracinement et à bien repartir, quoi. Donc tout ça c'est des choses que j'ai apprises en fait au fur et à mesure que j'installais les cultures. Voilà, donc première année pas forcément évidente. Du coup, là, en deuxième année, là, tu as repris le contrôle un petit peu de la surface. En tous les cas, c'est Oui, ce oui, que oui. tu essayes. Et donc là, tu repars plus sur des itinéraires MSV. Ouais. Et du coup, là, on est devant la planche d'oignon. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que... Déjà peut-être de manière générale au niveau des techniques, ce qu'on voit aujourd'hui là sur la discussion, c'est une photographie d'un instant T. Donc c'est un système qui a sans doute vocation encore à évoluer parce que j'ai découvert certains avantages du travail du sol, j'ai aussi découvert certains inconvénients. Donc c'est pas dit qu'à terme je continue à travailler le sol, c'est pas dit non plus que j'arrête. Donc en tout cas aujourd'hui sur la deuxième année, j'essaye quand même de revenir à des choses qui me parlaient plus initialement. Donc par exemple les oignons, ici c'est un exemple assez intéressant. Il me restait du foin en fait à l'automne dernier que j'ai épandu du coup sur ces trois planches. Donc au moment de l'automne, et j'ai mis une bâche d'ensilage dessus. Donc ces 3 blocs de culture là ont passé l'hiver avec du foin et une bâche d'ensilage dessus que j'ai retiré au mois de fin février. Et du coup en fait j'avais du foin un petit peu partout. Je suis venu, si tu veux, le ratisser comme ça pour faire un andin au milieu, là où il y a l'axe de circulation aujourd'hui. J'ai mis, alors non pas de l'engrais, mais cette année j'essaie de travailler avec du lombricompost. Parce que voilà, j'ai découvert ça, enfin découvert. J'en avais déjà entendu parler et puis je cherche un produit, on va dire, un peu fertilisant qui soit différent des engrais de commerce du marché, quoi, qui ait d'autres caractéristiques peut-être plus naturelles entre guillemets. Donc j'ai mis un petit peu de lombricompost au niveau des futures plantations. Je suis venu ensuite casser l'andin que j'avais créé avec le râteau et remettre le foin. Pas forcément une très grosse couche, 5 cm. Je suis venu ensuite mettre la toile tissée
Et après, avec ma planteuse électrique là et un plantoir tout con, un trou, une bulbille, un trou, une bulbille, un trou, une bulbille, sachant que là, la densité de plantation, c'est 25 par 25 et que j'ai mis 2 ou 3 bulbilles par trou. Du coup, là, on est sur un itinéraire technique vraiment sans travail de sol. Et le résultat, en tout cas comparé à l'année dernière où mes oignons n'étaient même pas visibles au milieu du sorgho d'Alep, est quand même pas mal. Donc il y a de l'oignon jaune et de l'oignon rouge, sachant que là où il y a 3 bulbilles par trou, je pense que ça fait un peu trop de monde par trou. C'est-à-dire qu'on voit que les calibres, pour l'instant en tout cas au 30 juin, là, sont moins gros, donc j'essaye de ramasser en fait le troisième oignon qu'il y a dans les trous. Il y a trois oignons pour faire des bottes. Donc ça me permet en fait de libérer de l'espace et peut-être aussi un petit peu à manger pour les 2 autres qui restent pour qu'ils grossissent d'ici la fin de leur cycle, quoi. Voilà. Alors on n'en a pas parlé, moi je travaille sur des toiles tissées de 3,30 m de large. Une influence peut-être de quelqu'un, je ne sais pas. Parce que c'est les toiles tissées qu'on avait à la ferme de Marcillac quand on s'est installé. Et l'idée c'est de trouver le meilleur compromis entre couvrir le plus de surface possible avec le moins de manutention possible, donc éviter les bâches d'1 mètre de large, et en même temps que ce soit facile à manier, donc éviter les bâches de 5 mètres de large. Donc on s'est rabattu sur ces toiles tissées là de 3,30 m et en fait dans la grande majorité des cas, les cultures sont agencées un peu comme ici, c'est-à-dire qu'il y a 2 blocs de culture qui sont à peu près sur 1 mètre de large à chaque fois, et un passe-pied, en fait une zone de circulation au milieu qui est pour le coup bâchée, donc ce qui me permet de ne pas avoir à gérer l'herbe dans les passe-pieds. Voilà, et à chaque fois, entre chaque bâche, j'ai des lignes d'irrigation avec des asperceurs tous les 4 mètres sur le rang et espacés de 3,50 m. Donc, sachant qu'un asperceur a un rayon d'aspersion de 4 mètres et quelques. Donc en fait sur un point là où je suis au milieu d'un carré d'asperceurs et du coup chaque point de la bâche prend l'eau de 4 asperceurs en même temps, ce qui me permet d'avoir à peu près 7-8 mm d'eau par heure avec des gouttes assez fines, quoi. Donc ça c'est pas mal parce que 7-8 mm d'eau par heure, ça fait, si c'était une pluie, ça ferait une bonne pluie, quoi. Et donc c'est assez efficace. C'est un peu limite quand tu as une belle série de salades et que du coup le sol est plus accessible à l'eau, quoi. Donc là, quand je ramasse des grosses salades en dessous, le sol souvent est un petit peu sec, mais c'est pas vraiment un problème parce que de toute façon la salade est développée et que du coup c'est gagné entre guillemets. Mais voilà, en tout cas pour l'irrigation c'est comme ça que ça se passe et pour les bâches aussi, sachant que je fais tout sur toile tissée quasiment, à l'exception des radis et des carottes que je sème en direct avec un semoir monorang. Puisqu'encore une fois, moi j'achète 95% de mes plants et que du coup c'est beaucoup de repiquage. Donc pour éviter le désherbage, beaucoup de toile tissée, quoi. Là, sur les oignons, tu as utilisé des bâches tissées, percées à 25-25. En fait, pourquoi cet espacement? Est-ce que c'est un type d'espacement que tu utilises sur d'autres cultures et du coup ça rend un peu les bâches polyvalentes? Est-ce que c'était ça l'idée ou c'est juste que tu as fait des essais et que tu as vu que c'était la dimension qui collait bien? Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas fait d'essais parce que j'ai beaucoup de mal à faire des essais. J'ai un vrai problème, c'est que quand je commence à faire un truc, j'ai tendance à le faire à fond. Mais c'est un défaut, hein, mais j'ai tendance à le faire à fond et du coup à pas laisser trop de possibilités pour voir une alternative. Mais en tout cas, oui, la réflexion sur la densité de plantation et donc de trouage des toiles tissées, c'est effectivement avoir une certaine polyvalence dans l'utilisation des toiles tissées. Donc là, typiquement en 25 par 25, je fais des oignons, mais je fais aussi des épinards, des navets, parce que alors, j'ai un fournisseur de plants qui fait du plant de navet en motte, donc je repique des navets. Ça marche aussi pour la betterave, mais c'est un peu limite. Voilà, et donc en fait j'ai en gros, ouais, en fait j'ai quand même pas mal de densités différentes. J'ai une autre densité qui est importante, c'est celle pour les salades, où là c'est 30 par 30. Parce que c'est une densité qui me permet de faire aussi du fenouil, qui me permet aussi de faire des céleris raves, des céleris branches. C'est à peu près tout, je crois, mais comme je fais beaucoup de salades, j'ai pas mal de bâches en 30 par 30.
voilà, et après la densité en l'occurrence 25 par 25 en oignon, quand tu regardes un peu les densités qui se font en oignon classique, en bio conventionnel avec du travail du sol, etc., tu arrives à peu près à cette densité là. Alors du coup il faudrait faire un calcul là de tête que je vais éviter de faire parce que je vais me planter à tous les coups. Mais en gros c'est quelque chose de relativement dense quand même parce qu'il y a 2 à 3 bulbilles par trou. Mais tu vois, les oignons, ils sont pas non plus, ils sont là, ils sont bien développés, ils sont pas à touche-touche, donc ça peut ventiler, et ils ont l'air de trouver voilà, ce qu'il leur faut en termes de nourriture pour grossir. Donc voilà, c'est pas trop mal, sachant qu'en tout cas sur cette planche d'oignons, en tout et pour tout, enfin sur les 3 planches d'oignons, donc en fait si on compte en mètres linéaires, il y a 25, 50, 100, il y a 150 mètres linéaires d'oignons fois 5. En fait il y a 150 mètres linéaires fois 5 puisqu'il y a 5 rangs à chaque fois. Ça m'a pris en désherbage, j'y ai passé une fois 2 heures pour l'ensemble et je suis repassé là il y a 15 jours mais pour enlever ce genre de choses, le sorgho d'Alep voilà, qui repart parce que là on est sur la période de pousse à fond du sorgho d'Alep, là, fin juin, début juillet, c'est le moment où il pousse. Donc là cette année on en voit un petit peu derrière, mais pas tant que ça. L'année dernière il y avait entre chaque bâche du sorgho d'Alep sur 2 mètres. Donc là c'est comme si tu mettais un agneau face à un tigre et que tu disais à l'agneau vas-y bouffe-le, bah tu vois l'agneau c'est ton petit plan de salade et le tigre c'est le sorgho d'Alep, et bah ça marche pas quoi. L'agneau en fait l'agneau il se fait bouffer, donc la salade elle se fait bouffer par le sorgho d'Alep. Donc ça c'est une évolution aussi que j'ai faite cette année, justement pour lutter contre cette plante là. C'est que entre mes bâches de 3,30 m, l'année dernière j'avais une bande de 20-30 cm enherbée où il y a ma ligne d'irrigation. Donc c'est là où évidemment l'herbe repartait à fond et en fait commençait en plus à coloniser les premiers trous, parce que le sorgho d'Alep c'est une plante qui a des racines donc extrêmement puissantes mais qui sont traçantes. Donc la racine trace et voilà, et dès qu'elle voit un peu de lumière, bim, elle fait un rejet. D'ailleurs là on voit bien, hein, il y a du sorgho d'Alep qui a été un peu débroussaillé en bord de planche. Tout de suite là les 2 premiers rangs, ou en tout cas le premier c'est sûr, il est beaucoup moins bien développé parce qu'il y a de la racine qui part en dessous et il y a une concurrence au niveau de l'accès aux nutriments du sol. Donc bref, pour éviter cet écueil là, cette année je me suis bien amusé, c'est à dire que j'ai pris une toile tissée de 3,30 m de large et j'ai découpé donc sur 100 mètres, et j'ai découpé des bandes qu'on peut voir là de 30 cm. Donc là on est en bord de planche, donc puis ça a été fait au début de la saison, ça n'a pas été très bien fait parce que j'avais pas encore trop la main pour le faire. Mais en gros l'idée c'est que désormais j'ai une bâche de 3,30 m de culture, cette bâche là qui est comme ça, on verra des exemples mieux faits là-bas, et une autre bâche avec une autre culture à côté qui couvre. Et ma ligne d'irrigation qui passe là quoi. Bon là en l'occurrence elle est là. Et ce qui fait que bah, j'ai beaucoup moins d'herbe qui part que l'année dernière. Et malgré ça, on voit qu'à des endroits, elle arrive quand même à passer entre la bande de 30 cm qui a été découpée, qui a été fixée, et la bâche. Donc c'est pour ça que là maintenant sur toutes les nouvelles mises en culture que je fais, je mets d'abord ça, et ensuite je viens mettre la toile tissée de culture par-dessus et j'agrafe. Comme ça permet vraiment de laisser moins de chance à l'herbe. Parce que là en fait, comme j'étais encore un petit peu en retard en début de saison, j'ai d'abord mis les oignons et ensuite je suis venu mettre ça. Cette petite bande de bâches là pour contrôler le sorgho d'Alep. Sauf que comme la bâche était déjà mise, bah, je ne pouvais pas passer cette bande de bâche en dessous, ou difficilement, ça m'obligeait à enlever toutes les agrafes, ce que j'ai pas fait. Et du coup c'est beaucoup moins efficace. Donc là, on est devant ta serre, Gaspard, un de tes tunnels. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de ce tunnel? Oui. Du coup, ça fait partie du terrain qui a été disqué l'année dernière, au printemps. Sauf que là, ici, j'ai mis une bâche d'ensilage relativement vite après, c'est-à-dire au mois de mai, pour faire vraiment crever l'herbe et les grosses mottes qu'il y avait suite au passage de disque. Et j'ai retiré cette bâche d'ensilage au mois d'octobre. Donc à l'époque il n'y avait pas la serre, hein. On était vraiment sur une parcelle à nu, quoi, enfin sans serre en tout cas. J'ai semé un couvert végétal qui était composé essentiellement de légumineuses,
donc de la févrole, du pois de la vesse, un tout petit peu de seigle et un tout petit peu de moutarde. La moutarde c'était pour voir, ça fait des fleurs jaunes après, c'était joli. Et ensuite on a commencé donc le couvert à. Donc pardon, j'ai semé ce couvert là, j'ai fait un apport de fumier bovin assez composté qui avait 2 ans. On a commencé du coup à monter la serre en novembre dans le couvert qui était en train de naître. Donc le couvert a très bien pris, j'avais un peu peur que le fait de piétiner en montant la serre ça lui fasse un peu de mal, surtout qu'il était vraiment naissant et en fait il n'y a pas eu de souci particulier. Et du coup au mois de mars, puisque là les cultures ont été implantées aux alentours du 15 avril. Alors, normalement on plante un peu plus tôt, mais là comme il y a eu des gelées très fortes les 15 premiers jours d'avril, on avait décalé un peu la plantation. Mais bref, en tout cas à la mi-mars, je suis venu coucher le couvert, donc qui était franchement à peu près à cette hauteur-là, donc qui était assez réussi quand même. Et je me suis retrouvé du coup avec un tapis de matière organique assez épais, et j'avoue ça m'a fait un peu peur sur la possibilité d'implanter déjà sereinement et puis efficacement sans trop se faire chier les cultures. Du coup j'ai un collègue qui est venu avec son tracteur et un rotavator et qui est venu travailler au rotavator uniquement sur les planches là, qui a préparé juste les planches et qui en fait a enfoui l'engrais vert sur 5 cm je pense. Du coup on s'est retrouvé avec un mixte, quoi, un peu une bouillie de terre, d'engrais verts et de fumier aussi parce qu'il y avait encore le fumier qui avait été mis. On voyait quand on mettait un coup de bêche un peu l'action du rotavator, donc un peu une semelle qui s'était créée. Mais surtout ce qui était intéressant c'était de voir en dessous le profil qui était intact. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment notamment les racines des févroles qui sont assez plongeantes, assez pivots, quoi, qui étaient intactes, et on voyait les vers de terre qui étaient en train de remonter, sachant qu'on a passé le rotavator un matin où il faisait froid. Donc en fait les vers de terre étaient quand même encore pas en surface, pas en train de bosser, ils étaient bas dans le sol. Et ensuite j'ai rajouté du lombricompost pour la fertilisation. Et pose des toiles tissées, avec d'abord la mise en place des gouttes à gouttes là qu'on voit péniblement au milieu de l'herbe. Pose des toiles tissées et plantation tomates, concombres, aubergines, poivrons. Sachant que je fais une première plantation de tomates et une deuxième qui est plus réduite en termes de volume de plants, un mois plus tard, pour lutter un peu contre ce que j'ai depuis 2 ans comme problème, c'est-à-dire beaucoup de tomates au mois de juillet et une chute de la production quand même sur les 10-15 premiers jours du mois d'août. Ce qui est un peu dommage, que ici on est sur une région qui est touristique, donc pas avoir trop de tomates les 15 premiers jours d'août c'est un peu dommage. Du coup je replante une deuxième fois un mois plus tard pour essayer de compenser, de compenser ça. Donc la deuxième plantation de tomates en fait est là. Donc on voit la différence, que ça c'est de la cœur de bœuf qui est ici et qui a été plantée un mois après celle-ci qui est là. Donc sachant que là, je ne sais pas si on le verra bien à l'image, mais les barres de culture sont à 2,10 m, il y a des plants là-bas, ils sont déjà à 2,50 m, et je ne sais d'ailleurs pas comment je vais les gérer, les rabattre ou les conduire. C'est un peu la question du moment. Du coup, en termes de mise en place des cultures, donc j'ai essayé de faire de manière assez pragmatique une planche de tomates rouges. Donc là on a de la cœur de bœuf à gauche, de la russe rouge à droite. Donc tous mes plants ce sont des plants achetés et greffés. C'est important de le dire peut-être, qui sont greffés et qui partent sur 2 tiges. Donc là on le voit assez bien, ça fait un U et on a, ça c'est le même plan, mais on a 2 tiges qui vont... il y a eu 2 greffes ou une greffe? Non, il y a une greffe. Là tu as le point de greffe, et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font partir un peu le plan, et ils laissent partir les 2 premiers gourmands, ils coupent la tête. Et voilà, ils coupent la tête, et du coup les 2 gourmands c'est les futurs plants, quoi. Donc ça a un avantage normalement en théorie en termes de précocité et surtout en termes de durée de production. A priori c'est quand même réputé pour produire plus longtemps et plus. Franchement l'année dernière j'ai planté tellement tard, tellement dans des mauvaises conditions, et en plus j'ai eu du mildiou début juillet, que je peux pas confirmer la théorie de ça produit plus et plus longtemps. Parce que ça s'est vite arrêté au mois de septembre quand le mildiou est reparti un peu fort. Mais en tout cas voilà, cette année c'est joli, ça pousse bien.
Au niveau sanitaire, on va dire, alors ça c'est un truc dont on n'a pas parlé, moi je travaille beaucoup avec des purins, des extraits fermentés, ce qui paraît qu'il ne faut pas trop dire purin, enfin bon, je ne suis pas trop à jour sur la législation, mais donc des extraits fermentés alors, divers et variés que j'achète à une entreprise qui est en Bretagne et qui essaie de suivre un peu la méthode d'Éric Petiot, donc la fabrication en anaérobie. Donc il y a du purin d'ortie qu'on soude, de la décoction de prêle pour la partie un peu antifongique on va dire. Et ils proposent des mélanges en fait si tu veux où ils mettent de l'ortie, de la consoude, un petit peu de fougère aussi pour le côté répulsif contre les ravageurs et du laminaire, quoi, je crois qu'il est une algue en fait qui apporte des oligo-éléments. À vérifier peut-être, mais je crois que c'est ça. Donc en fait, j'ai acheté ces mélanges-là, et en fonction de la saison, je mets un mélange qui est plus ou moins dosé en ortie ou en consoude. Donc plus dosé en ortie quand on est sur la partie pousse végétative en avril-mai, là. Et à partir, je dirais, du 10 juin, quoi, je passe sur un mélange qui est plus dosé en consoude pour la partie floraison-fructification. Et Donc comment tu pulvérises Alors tes j'ai extraits? un petit atomiseur manuel à dos où il faut pomper. C'est un investissement que je veux faire prochainement, c'est un atomiseur thermique quoi, avec un moteur. Parce qu'en fait, ces produits-là, ils sont, je pense, efficaces. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'ils le sont. Mais il faut qu'il se soit bien passé, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, notamment quand tu passes de la prêle pour l'aspect antifongique, il faut vraiment que toute la plante soit touchée. Or, quand tu viens avec ton petit pulvérisateur manuel, là, bon, bah, c'est sûr qu'il y a des zones que tu viens pas toucher. De la même manière, j'avais un petit peu de pucerons à un moment, j'ai essayé de mettre du purin de fougère. Bon, bah, les pucerons, ils sont sur les feuilles, mais ils sont aussi et surtout en dessous des feuilles. Donc, un atomiseur thermique avec un moteur, quand tu souffles, tu as tous les plants qui bougent, donc tu comprends que le produit va un peu partout. Avec mon petit pulvérisateur manuel, c'est moins vrai, quoi. Et du coup, ce qui est important aussi, je crois, c'est de passer très régulièrement. Donc là, j'ai un passage de produit une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours en fonction du temps et du retard que je peux avoir ou prendre. Et tu as essayé de penser à passer ces produits préventifs dans le système d'aspersion? Oui, alors je sais que ça se fait. Pour l'instant, je suis pas équipé. T'imagines le gain de temps? Ouais, c'est sûr qu'il y a un gain de temps. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y ait, en tout cas quand je passe de la prêle par exemple, c'est qu'il y ait un apport sur la feuille, quoi, que ce soit foliaire, quoi. Qu'il y ait Je pensais par l'aspersion justement. Ah oui, bah alors l'aspersion, ouais, alors oui, ok, l'aspersion en suspendu sur ces cultures-là, ça me fait peur. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Donc là, j'ai l'irrigation suspendue qu'on devine plus ou moins dans les cultures, mais qui va me servir par la suite pour les autres cultures basses qui suivront, les épinards, la mâche, etc. Mais là, je suis uniquement sur du goutte à goutte. Et je sais que ça se fait, ce qu'on appelle le bassinage, notamment pour faire redescendre les températures dans la SR et pour éviter les coulures de fleurs ou même pour lutter contre les acariens ou ce genre de choses sur certaines cultures. J'ai pas encore passé le pas, ça me fait trop peur de mouiller du feuillage. Je sais pas, il y a une barrière psychologique là, j'y arrive pas. Donc, mais même en tout cas pour reprendre ta question, ça peut se faire mettre du produit fertilisant ou en purin, peu importe, ça peut se faire tout à fait par le goutte à goutte, quoi. Il y a ce qu'on appelle des dosatrons là, c'est des machines, je sais pas exactement comment ça marche, mais qui te permettent de mettre ton produit directement dans le goutte à goutte. Voilà. Donc, mais c'est sûr que ce sera un gain de temps énorme, quoi. Là, en termes d'implantation des cultures et des associations, est-ce qu'il y a quelque chose de pensé? Est-ce que c'est sur des associations positives entre deux cultures? Est-ce que c'est pour que ce soit pratique? Qu'est-ce que, en termes de rotation et par rapport au cahier des charges AB, comment pourquoi pourquoi t'as mis un poivron là, une tomate là, une aubergine là-bas? Euh, alors, il y avait une idée de base qui était d'associer des cultures hautes et des cultures basses euh, pour permettre une ventilation. Donc là, on est sur un poivron et une tomate. Bon, évidemment, j'ai mis la tomate la plus trapue, donc qui monte le moins haut. Donc je pense qu'à terme, les poivrons vont presque aussi haut que les tomates, donc ça marche pas forcément hyper bien. Ça a des limites parce qu'en fait, dans la serre, il y a des concombres et des tomates majoritairement. Et les deux seules cultures un peu basses qu'il y a, c'est les poivrons et les aubergines.
Donc là-bas on a les aubergines avec les concombres, donc, toujours dans cette logique un étage haut, un étage bas. L'idée c'était aussi de ne pas mettre, j'ai 2 rangs de concombres, donc de ne pas mettre les deux à côté parce que s'il y a de l'oïdium, s'il y a des pucerons, s'il y a ce genre de choses, essayer de garder un peu une barrière sanitaire entre guillemets entre les deux. Et après en termes de logique, ça c'est donc du coup la deuxième série de tomates que j'ai implantée fin avril. Et là l'idée c'était vraiment de l'implanter en dernier parce que dans la serre j'ai qu'un seul ouvrant latéral. Donc on le sent là, il y a l'air qui rentre et qui ventile. Et l'idée c'était d'avoir cet espace-là bien ventilé en début de saison, au mois de mai, là, quand il peut faire très humide, et de ne pas avoir tout de suite une grosse barrière végétale qui empêche l'air de circuler. Bon, maintenant, plus le temps passe et moins c'est vrai, mais on est aussi sur une période où la météo est plus sèche, donc il y a peut-être moins de risques aussi, notamment au niveau mildiou. Même si mois de mai, mois de juin ont été quand même assez pluvieux ici, donc il y a quand même une pression potentielle, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas de problème. Je cherche aussi à effeuiller, là on le voit assez bien, à effeuiller le bas des plants pour éviter d'avoir de la végétation qui touche trop le sol, et surtout d'avoir les serres ouvertes tout le temps, quoi. C'est-à-dire que je préfère qu'il fasse un peu plus froid, notamment la nuit dans la serre, mais que ça ventile. Qu'une atmosphère chaude, humide, où là, s'il y a un problème cryptogamique, fongique, ça peut quand même aller assez vite. Même si voilà, avec des sols normalement en bonne santé et ce genre de choses, on se prémunit un petit peu contre ça, mais bon, j'ai vu l'année dernière, il y a eu un gros orage fin juin, j'avais mal géré à la fois les feuillages et à la fois l'aération des serres. Sur la Russe Rouge l'année dernière, sur l'autre tunnel, qui était en plus à l'opposé de l'ouvrant, donc à l'opposé de là où ça ventile le mieux, tout de suite j'ai eu un départ de milieu, quoi. Et en plus j'ai mis un petit peu de temps à le voir parce que c'était une espèce de jungle. Et du coup, il était là tout l'été, il progressait, et puis dès qu'il a fait un peu plus doux et un peu plus humide en septembre-octobre, là il est reparti à fond et ma saison de tomates s'est finie assez vite, quoi. Là, je vois à l'entrée, il y a un plant de basilic presque à l'entrée devant chaque rang. Ça continue ou non? Ouais, ça continue. En fait, l'idée, comme ce sont des plants greffés qui partent sur 2 têtes, je ne vais pas les planter tous les 50 cm parce que ça fait beaucoup trop dense. Donc l'année dernière, j'avais fait un essai, c'est-à-dire que j'avais un plant greffé ici, un plant non greffé ici, sur une seule tête. Sauf que c'était beaucoup trop dense aussi. Je pense qu'en termes de ventilation et puis même de ressources dans le sol, ça fait trop. Du coup, je me retrouve cette année qu'avec des plants greffés, mais que je ne peux pas mettre tous les 50 cm. Or, les trous sont tous les 50 cm, donc les plants sont tous les mètres, et j'ai un trou non occupé au milieu. Donc, entre avoir de l'herbe qui repart dans mon trou ou avoir quelque chose vendable, j'ai mis du basilic. Donc c'est ça la raison principale. Après, j'ai d'abord implanté les tomates, puis le basilic un mois plus tard, en me disant commercialement, si j'ai du basilic à la mi-mai ou début mai, que j'ai pas de tomates et tout, je vais avoir du mal à le vendre. C'est peut-être vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'une tomate qui est déjà très développée et tu mets un petit plant de basilic juste à côté, un mois et demi après l'implantation de la tomate, le basilic il a quand même du mal à trouver sa place. Bon là j'ai ramassé dessus donc il y a une semaine, donc c'est pas forcément très représentatif, mais on peut voir que sur la deuxième série de tomates que j'ai plantées, là j'ai implanté le basilic et la deuxième série de tomates en même temps. Et sur l'extérieur, là, le basilic est beaucoup plus développé parce qu'en fait, il a eu le temps de prendre de la place avant que la tomate devienne ce qu'elle est, c'est-à-dire une plante quand même assez balèze, quoi. Voilà, donc c'est ça la raison principale. Et après, là, donc au niveau des passe-pieds, j'ai de l'herbe. Je laisse de l'herbe, alors de manière plus ou moins contrôlée. L'année dernière, c'était pas contrôlé du tout, donc j'avais des herbes hautes comme ça. Franchement, en termes de passage, de brouette et tout, c'est l'enfer. Donc j'ai passé beaucoup de temps à passer à des broussailleuses. Là, cette année, en fait, j'ai passé un coup de sarcloir, raclette manuelle quand l'herbe commençait à partir un peu fort. Et comme après, il a fait relativement chaud et sec, ça l'a bien calmé, donc c'est pas très enherbé au milieu. Et en fait, là, au niveau des poivrons, je fais exprès de laisser plus d'herbe parce que j'ai vu une vidéo sur Vers de Terre Production d'un monsieur, je crois, qui est dans le Pays Basque et qui produit des quantités astronomiques de poivrons et qui expliquait que le poivron était une plante qui aimait bien l'hygrométrie.
avoir une hygrométrie élevée, et que du coup, lui, dans ses évolutions de pratique, maintenant, il laissait vraiment de l'herbe dans les passe-pieds. Du coup, c'est pour ça que là, sur ce rang-là, il y a plus d'herbe, mais ça commence aussi à devenir un problème parce que du coup, elle est au contact des tomates. Pour circuler, c'est un peu galère, donc je pense qu'elle, elle va quand même prendre un petit coup de débroussailleuse, un de ces quatre, quoi. Voilà. Donc là, on est devant des voiles à insectes. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Du coup, là, il y a différents choux. Donc, on a des choux-fleurs, des choux verts de Milan, des choux rouges et des choux donc cabus et des choux cabus blancs à côté. Donc là, les filets anti-insectes, c'est contre les altises notamment, contre la pyrite du chou aussi. Bon, alors les altises en ce moment ça va parce qu'il fait pas très chaud, pas très sec, donc il n'y en a pas trop. Mais je me méfie parce que quand elles arrivent, et contre la punaise aussi, parce que alors, ici l'année dernière j'ai eu beaucoup de punaises sur les choux et ça c'est hyper impactant. Même un chou qui est déjà bien développé, quand il y a une infestation de punaises, ça va très vite et très fort. Du coup je protège les choux et ces choux-là ils ont été implantés donc pour le coup sans aucun travail de sol après un couvert végétal qui était lui, contrairement à celui de la serre, composé de seigle. Pas mal de seigle, de la févrole, du pois et de la vesse. Donc le couvert d'hiver un peu classique quoi, que j'ai couché comme je pouvais, c'est-à-dire avec la bennette derrière le tracteur. Et fortement arrosé, mis une bâche d'ensilage pendant 3 semaines, enlevé la bâche d'ensilage, mis du lombricompost, mis la toile tissée et repiqué les choux dedans. Donc ça a été fait il y a 2 semaines. Ça a été repiqué il y a 2 semaines. Et donc certains ont très bien repris, vont très bien, et on devine qu'il y a des endroits où il n'y a plus de choux. Donc ce qui amène peut-être à parler un petit peu des ravageurs qu'on peut rencontrer sur les techniques de non-travail de sol. En l'occurrence les rongeurs, quoi. Moi je suis aussi en bord de rivière, donc je pense qu'il y a une biodiversité malgré les grands champs de maïs autour qui est assez présente, enfin j'en suis même sûr parce que je vois beaucoup de rapaces, donc ce qui est une bonne chose, mais des couleuvres, mais aussi beaucoup de rongeurs. Et en l'occurrence, ces rongeurs, ils ont l'air de bien se plaire quand il y a de la paille. Donc là, le seigle était très réussi, hein. Il était plus haut que moi, donc quand je l'ai couché, ça a vraiment fait un joli tapis de paille, plus une bâche par-dessus. Voilà, là c'est parfait, quoi. Il y a le gîte, le couvert, les mulots, les campagnols y vont. Donc je le sais parce que dès que j'enlève une bâche d'ensilage, j'ai le chien qui se jette dessus et qui a tendance à faire des carnages, mais pas suffisant. Et là, il y a une forte suspicion quand même que ce soit... Alors je ne peux pas le dire avec certitude. Au début, j'avais exclu la piste rongeur parce que je ne voyais pas de galerie. Donc j'avais un peu exclu notamment les campagnols, parce que j'en ai pas mal ici. Mais les campagnols, en fait, ils m'ont jamais bouffé des plants. Ils font des galeries sous les plants, ils soulèvent un peu le plan végète ou crève. Bon, c'est embêtant, mais ils ne le sectionnent pas comme ça. Là, j'ai vraiment le plan qui est sectionné à 1 ou 2 cm au-dessus de la tige. Donc ça me le fait sur les patates douces, où il y avait aussi un couvert végétal avant. Ça me le fait sur un semis de haricots verts qui jouxte un couvert végétal qui a été couché. Donc ça me le fait sur des cultures où il n'y a pas de filet. Donc au début je m'étais dit bon bah c'est peut-être un lapin, un chevreuil, je sais pas, voilà, quelque chose comme ça. Il y a même des gens qui m'ont suggéré les pigeons. Voilà, je laisse savoir si c'est validé ou pas comme interprétation. Bref, sauf que ça m'arrive aussi sur des cultures où il y a un filet anti-insectes. Donc là quand même la piste rongeur reprend un peu du poil de la bête. Et on m'a expliqué récemment qu'en fait les mulots, eux, ne font pas de galeries, en tout cas très visibles comme les campagnols, et qu'ils aimaient très probablement bien les jeunes plants, quoi, la jeune feuille. Parce qu'en fait, dès que le plant est un peu développé, on le voit là sur les patates douces, ils y touchent plus. Par contre, quand tu as une feuille ou deux là, ou du jeune haricot vert, là, ça disparaît. Donc il y a une suspicion mulot un peu importante, et ça pose quand même des grosses questions, parce que là, concrètement, sur les plants de patates douces, donc j'en ai planté 500, je t'en ai racheté 300 2 semaines plus tard, et aujourd'hui, en fait, sur 4 bâches, il y en a 3 où je vais les enlever, quoi, les bâches, parce qu'il reste un plant par-ci, un plant par-là, il y a 125 plants de patates douces par bâche, si on compte, il doit m'en rester 10, quoi. Donc en fait, il y a 90% des plants qui se sont fait déglinguer, quoi. Donc, et
ça n'arrive que sur les zones où il y a eu un couvert végétal couché et une implantation de culture directe sans travail de sol mise en place, quoi. Donc voilà, j'ai des convictions et j'essaie d'avoir des principes, mais il y a un moment aussi 90% des plants que je repique se font bouffer dans les 2 semaines qui suivent la plantation. Ça va me poser question. Peut-être changer de couvert? Peut-être mettre un couvert moins pailleux, peut-être que... Ou qui sécrète autre chose, je sais. ou qui sécrète autre chose. Alors il y avait 2 couverts distincts. Là il y avait beaucoup de seigle, au niveau où il y a les choux et au niveau là où il y a les bâches d'ensilage. Là-bas c'était un couvert où il y a eu de la légumineuse mais aussi beaucoup de crucifères. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mis les choux là-bas, j'ai mis les patates douces. En fait j'avais de la moutarde, on m'a filé de la moutarde et j'avais envie d'essayer, sauf qu'en fait la moutarde il faut en mettre genre je sais plus combien à l'hectare, mais c'est genre 1,5 kg. Sauf que quand tu mets 500 grammes dans ton seau pour faire 3000 m², bah en fait tu prends une poignée, tu balances 100 grammes, quoi. Donc en fait j'ai eu un couvert 100% de moutarde, j'ai eu que de la moutarde. Et en tout cas du coup ça n'a pas l'air d'avoir répulsé quoi que ce soit ou qui que ce soit. J'ai les mêmes conséquences en tout cas sur des cultures qui suivent 2 couverts distincts, quoi. Donc voilà, ça me pose un peu question. D'autant plus qu'encore une fois, je me retrouve souvent nez à nez avec des couleuvres voilà, donc, qui sont censés quand même faire un boulot là-dessus. Alors peut-être qu'après je me trompe dans le diagnostic, hein, peut-être que c'est pas les mulots. Mais en tout cas j'ai fait aussi des trous, évidemment j'ai creusé pour voir s'il n'y avait pas des larves de noctuelles, de tipules, ce genre de choses. J'ai rien vu. Donc voilà. Donc je dis pas que ça va me faire abandonner les couverts végétaux et que ça va me faire abandonner mon travail de sol. Mais ça me pose question, quoi. Parce que là, c'est intéressant du coup. Là, tu nourris ton sol avec un couvert, tu as des problèmes de rongeurs. Ouais, c'est l'hypothèse la Ouais. plus probable. Sur d'autres planches où tu aurais nourri ton sol avec du broyat de déchets verts bruts, est-ce que tu as constaté les mêmes dégâts en termes de rongeurs ou pas du tout? Non, j'ai encore une fois, là, les dégâts sont sur les patates douces, sur les choux et sur des haricots verts qui, eux, ont reçu du broyat. Mais je ne pense pas que ce soit l'origine du problème. L'origine du problème, c'est que la bâche à côté, encore une fois, il y avait un couvert qui a précédé les courges qui sont en place. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on voit le rang de haricots verts qui s'est bouffé. C'est le rang qui est à côté de la bâche où il y a les courges et où il y avait un couvert. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça n'arrive que là où il y a eu du couvert végétal. Et les zones où il n'y a eu que du broyat, ça n'arrive pas, quoi, pour l'instant. Voilà. Après, moi je suis quand même très convaincu et très amateur de couverts végétaux, pour plein de raisons. Alors les raisons qu'on connaît sur la structuration du sol, la matière organique, c'est pas forcément l'apport principal, parce qu'en fait, quand tu apportes 100 tonnes de broyat, tu es beaucoup plus efficace pour remonter un taux de matière organique qu'un couvert végétal. Mais surtout, moi, le gros avantage que j'y vois, et je l'ai vu cette année, c'est au niveau des auxiliaires, quoi. C'est-à-dire que là, ici, mais dès fin février, c'était bourré de coccinelles, quoi. Parce qu'en fait, j'avais de la févrole, donc j'avais du puceron sur févrole, et en fait, les coccinelles sont arrivées direct. Et c'était juste en face du tunnel où il y avait après les concombres et ce genre de choses. Et j'ai 2 foyers de pucerons dans la serre, sur aubergine et sur concombre. En fait, le foyer, ça fait 1 mois et demi qu'il est là, il n'a pas bougé, quoi. Et sur melon, c'est pareil, il y a un foyer, il y a 2 plants touchés. Et en fait, tu as 20 coccinelles qui sont là. Et ça, alors je peux pas le prouver, mais encore il y a une forte suspicion sur le fait qu'elles étaient là, et du coup dès qu'il y a à bouffer ailleurs, elles vont ailleurs, et en l'occurrence elles vont dans la serre, quoi. Donc ça c'est quand même... et là cette année je sais que les pucerons c'est un problème chez beaucoup de producteurs, chez beaucoup de maraîchers. Alors il peut y avoir d'autres origines d'explications en tout cas sur une attaque des pucerons, notamment sur l'apport d'azote, etc. Mais voilà, je vois des gens qui ont des pratiques très différentes les unes des autres et qui se retrouvent quand même avec beaucoup de pucerons. Et moi j'en ai eu qui sont arrivés et qui ont été très vite contrôlés par les auxiliaires. Et du coup ça c'est, je trouve, quand même hyper intéressant, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de faire une croix sur les couverts. Et puis voilà, même en termes surtout de structuration de sol, c'est vraiment, je trouve, un outil génial, quoi. Donc, mais bon, si ça devient un hôtel à mulot, je vais y réfléchir. Du coup, le principe du MSV, c'est quand même à la base de nourrir le sol plutôt que de la plante. Du coup, comment tu nourris ton sol? Donc différentes sources de matière organique, donc celles qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire celles produites sur place, donc les couverts végétaux.
du broyat de déchets verts, donc qui vient de la plateforme de broyage qui est à 10 minutes d'ici. Du fumier aussi, j'utilise du fumier notamment pour les cultures qui sont un peu plus exigeantes. Et là en l'occurrence du foin. Du foin, il va y avoir une implantation de poireaux ici. Donc le foin qui va nourrir le sol, qui va aussi servir de couverture. Voilà, c'est vraiment mes sources de matière organique principales. Je ne sais pas si on peut compter le lombricompost comme une source de matière organique. Bon, voilà, surtout c'est en termes de quantité de poids apporté par rapport au broyat ou au foin, c'est quand même assez anecdotique. Mais voilà, ce sont ça mes sources principales de matière organique. Et du coup, là, on va implanter des poireaux dans les jours qui viennent ici, sachant qu'on ne va pas se contenter de mettre que le foin, on va aussi mettre cette toile tissée par-dessus. Donc là, c'est un peu un ITEGA maison, très rapidement. On met le foin, on met la toile tissée, donc là on voit qu'il y a des trous qui sont tous les 12 cm et demi précisément, qui ont un diamètre assez petit de 4 cm. Et du coup en fait je vais mettre la toile tissée sur le foin et je vais venir avec le plantoir et ma planteuse là enfoncer le plantoir, mettre un plant de poireau à chaque fois. Et en fait ça permet déjà quand tu fais un trou de savoir où est-ce que tu dois mettre le poireau. Parce que ceux qui ont déjà essayé de faire des trous à la grelinette ou quoi dans de la paille ou dans du foin pour ensuite incorporer des poireaux, bah après il faut retrouver les trous. Donc là en fait le trou on sait où il est. Je retire la bâche en fait à peu près à la mi-août. Je retire la bâche parce que tout simplement si tu veux retirer un poireau dans un trou comme ça, au mois de novembre, ça marche pas. C'est-à-dire que le poireau, il y a de la terre qui, même sur un sol très léger comme ici, il y a de la terre qui reste collée aux racines. Donc tu ne peux pas le sortir, quoi. Donc en fait ce que je fais c'est qu'avant que le poireau ait les feuilles qui commencent à retomber, j'enlève les agrafes qui vont être sur les côtés de la bâche et j'enlève la bâche, quoi. Et en fait ça se fait très bien. Le poireau il est hyper rustique, ça l'abîme pas du tout. Du coup cette bâche là elle a vocation à partir avant que les feuilles des poireaux commencent à retomber, parce que du coup c'est quand même très facile à enlever. Moi tout seul, une bâche comme ça pour l'enlever sans abîmer les poireaux, ça me prend franchement 5 minutes, quoi. En fait je ne me prends pas la tête, quoi. Je tire, les poireaux ils sont bien enracinés, ils ne bougent pas. Et ensuite en termes de couverture de sol pour éviter l'enherbement, de toute façon il y a le foin qui prend la suite. Et puis on arrive à une période mi-août, fin août, où l'herbe quand même va repousser un peu en septembre-octobre. Mais bon voilà, c'est comme je ramasse pas de poireaux en plus encore à ce moment-là, il n'y a pas de perturbation du sol, il n'y a pas vraiment de salissement qui se fait. Bon alors évidemment avec du sorgho d'Alep, j'exclus pas qu'il y ait quelques pousses qui repartent, mais ça va être quand même assez anecdotique et voilà, ça c'est un peu un truc maison et qui marche pas mal, quoi. Donc là, avec cette stratégie de poireaux sur bâche où tu enlèves la bâche, tu n'as quasiment aucun désherbage sur la plainte? J'ai aucun désherbage. Ouais. Même pas un petit après en septembre, plus besoin après. En fait, là où ça commence à se salir un peu, c'est si je commence à sortir des poireaux, allez, on va dire début octobre, parce que les légumes d'été commencent à baisser un peu en termes de volume, et puis je veux commencer à proposer quelque chose de nouveau sur le marché. Là, en tirant le poireau, forcément, tu as de la terre qui part, donc il va un peu se poser sur le foin, ça va remuer un peu, et là, tu as un peu qui part. Mais en fait, ça n'a aucune importance parce que c'est de l'herbe qui va commencer à pousser légèrement en octobre. L'hiver arrive, elle ne va pas pousser très longtemps, et de toute façon, le poireau, il est déjà formé depuis un moment, il est déjà beau, et du coup, s'il y a un petit peu d'herbe dans mes poireaux, ça ne me dérange pas du tout, quoi. Ça me pose vraiment pas de problème. Ça pose pas de problème à la culture et ça me pose pas de problème à moi non plus, donc ça va. Donc ça, ce ne sont pas les poteaux de la clôture, parce que la clôture, en fait, elle est quoi? Elle est 3 mètres plus loin, 3-4 mètres plus loin. Ouais, 4 mètres, je crois. Et donc du coup, tu viens de planter des poteaux, des piquets là, en acacia de 4 mètres de haut. On voit de l'arrosage, on voit des petits plants de pommiers, on dirait. Ouais. Et c'est quoi cette installation? L'idée, c'est moi, j'ai une sensibilité qui m'amène à vouloir créer un peu un écosystème, on va dire ici, enfin avoir quelque chose de joli, mais aussi de résilient et de productif. Et l'idée, c'était de fermer un peu ce cocon de légumes avec une haie d'arbres qui fasse quasiment tout le tour de la parcelle. Ça commence là-bas, il y a 135 arbres en tout. Essentiellement des poiriers et des pommiers, un petit peu de pêcher, avec des choix de variétés qui sont des variétés tardives au niveau de la fructification.
en tout cas sur pommiers et poiriers, pour éviter d'avoir à terme de la ramasse de fruits à faire en pleine saison de maraîchage. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de prendre en compte. J'ai fait quand même un peu de pêcher parce que c'est un fruit que j'aime bien et puis il y a de la demande et puis voilà, c'est aussi pour le plaisir de les faire. Et donc ces arbres-là ont été plantés cet hiver, là, à Noël à peu près. Ils viennent du conservatoire végétal d'Aquitaine. Donc c'est que de la variété ancienne locale, quoi. Ils ont été plantés tous les 2 mètres, donc ce qui est assez proche. C'est des porte-greffes qui sont des porte-greffes nanifiants, c'est du PI 80. Donc c'est des arbres qui n'ont pas forcément vocation à être très grands, 3 mètres, 3 mètres 50 à peu près. Et ce qui permet en fait de les planter assez densément. Et l'idée c'est de les conduire donc, ce qu'on appelle en axe, donc avec un tronc assez fort, et des charpentières arquées, qui vont s'arquer ensuite naturellement avec les fruits, mais que je vais arquer dans un premier temps manuellement. Justement pour contenir la vigueur de l'arbre et provoquer, on va dire, une mise à fruit relativement rapide, quoi. L'idée étant d'avoir des arbres assez petits avec des fruits accessibles pour la ramasse, pour la taille, pour l'entretien. Donc il y a peu de taille justement puisque tu mises surtout sur l'arcure pour contenir la vigueur de l'arbre et pour entraîner une mise à fruit. Les poteaux effectivement sont en acacia, donc ils faisaient 4,50 m. Ils sont enfoncés d'1 mètre dans le sol, donc il reste 3,50 m en partie aérienne. Et l'idée c'est de servir de tuteur, mais pas que. L'idée c'est aussi de... il y a du puceron. Se servir de la hauteur des arbres pour faire de l'antigel à terme. C'est-à-dire que là, le système d'installation, enfin l'irrigation n'est pas complètement installée, mais en gros, il faut imaginer qu'il va y avoir ici là, un petit flexible avec une tête d'aspersion, un peu comme ce que j'ai pour les légumes, à peu près à 50-60 cm du sol. Donc ça, c'est pour arroser les arbres. Et à terme, l'idée, c'est de tirer, je ne sais pas comment je vais le faire encore, mais c'est l'idée, de tirer un fil, un câble acier au sommet des piquets. Et les aspersants en question, en fait, ils sont capables de fonctionner à la fois tête en bas et à la fois tête en haut. Et c'est-à-dire que l'objectif, c'est que quand ils seront les arbres en âge de faire des fleurs et des fruits, et qu'il y aura des gelées annoncées, notamment en avril comme cette année, de pouvoir faire de l'aspersion sur frondaison, donc vraiment sur les arbres, pour qu'ils soient protégés du gel. C'est un peu contre-intuitif, mais voilà, je vous invite à regarder sur internet. C'est comme ça que ça se fait dans les vergers professionnels où il y a des risques de gel. Alors ils mettent aussi le feu à des bottes de paille, mais bon, je vais éviter. En fait, le fait d'arroser un arbre en fleurs, la fleur se prend dans la glace, c'est complètement contre-intuitif et je ne suis pas forcément capable de bien l'expliquer d'un point de vue physique. Mais en gros, la création de glace dégage des calories qui protègent la fleur. C'est assez technique parce qu'il faut que donc ça se fait la nuit évidemment, quand les températures tombent, et il faut que dans la journée qui suive, ça dégèle. Donc si ça reste de la glace pendant une semaine sur l'arbre, pas bon. Donc voilà, bon, ça c'est l'idée, donc ça explique en fait la taille des poteaux et là en termes d'implantation, en fait ici il y a eu une piste d'atterrissage de plastique toute l'année dernière pendant 6 mois, donc en fait il y a eu une toile tissée déroulée, le rouleau entier, enfin même plusieurs rouleaux parce que là il y a rien que là il y a 180 mètres linéaires. Donc l'herbe a crevé pendant 6 mois, j'ai débâché. J'ai semé un couvert végétal dont on voit les résidus là au sol. J'ai mis du broyat et du fumier par-dessus. Et je suis venu du coup implanter les arbres 1 mois et demi plus tard vers Noël, quoi. Donc là les trous ont été faits pour les arbres à la mini-pelle. Histoire d'avoir une surface bien meuble, bien large. Donc ça évidemment ça a un peu dégommé le couvert végétal là où la mini-pelle est venue creuser. Mais j'ai ressemé en fait après la plantation des arbres des légumineuses autour de l'arbre, une fois qu'il était bien planté. Et du coup là j'ai couché, broyé comme je pouvais le couvert il y a pas longtemps, il y a 1 mois. Ce qui était sans doute un peu une erreur parce que c'était un peu tardif, du coup le couvert a pompé beaucoup d'eau au détriment des arbres. Et là j'ai ressemé du coup juste avant de coucher et de broyer ce couvert, un nouveau couvert d'été cette fois-ci. On voit là que c'est en train de lever, il y a du radis, il y a de l'avoine, il y a de la facélie, il y a du trèfle, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et j'ai rajouté du sarrasin. Et du coup, je l'ai aussi semé là. Et du tournesol aussi? Et du tournesol. Je suspecte que les pigeons qui viennent se percher sur la ligne électrique qui passe juste au-dessus de nous aient bouffé une bonne partie du tournesol. Mais en tout cas, en théorie, il y avait du tournesol. Du coup, tu es ce qu'on pourrait appeler un maraîcher diversifié sur petite surface. On peut le dire. En MSV. Paix à mon âme.
Et du coup, un petit peu, bah, c'est quoi tes débouchés, ton système de commercialisation, et du coup, qu'est-ce que ça implique aussi par rapport à ton modèle de production et à ta planification en fait? Ouais, ça c'est vraiment une très bonne question parce que pour les gens qui s'installent, enfin moi je me rends compte en tant que néo-installé que en fait c'est une importance vraiment capitale. Donc comme tu l'as dit, je suis sur petite surface et je fais de la vente directe en grande partie, c'est ce qui représente la majorité de mon chiffre d'affaires. Donc je commercialise au marché de Belvès le samedi matin. C'est vraiment une grosse majorité de mon chiffre et après je vends à une boutique bio qui est à un quart d'heure d'ici. Et après ponctuellement, notamment en saison, là, à 2 restaurateurs principaux et j'oublie quelque chose. Non, c'est tout. Et c'est tout. Donc, l'idée, c'est comment est-ce que tu fais pour rencontrer un peu, on va dire, les besoins et les envies en fait, de ta clientèle. Et en fait, je me rends compte que si tu veux faire de la vente directe comme ça en marché, il faut être quand même bien diversifié, quoi. Parce que, alors évidemment, il y a des choses qui vont représenter une grosse partie de ton chiffre d'affaires. Tu vois, les tomates, les salades, les carottes, c'est des trucs incontournables quand tu fais le bilan à la fin de la saison, c'est quand même important. Mais avoir un étal bien rempli avec, c'est con, mais des blettes de couleur, tu vas peut-être en vendre pour 20 balles à la fin du marché. Mais ça t'aurait fait venir certaines personnes qui seront attirées par ça, qui reviendront peut-être ensuite pour d'autres choses. Et puis c'est toujours, c'est toujours 20 balles quoi. Et puis ça remplit, en fait c'est con, mais ça fait une cagette en plus sur l'étal, un truc à peu près joli et ça remplit l'étal quoi. Donc être diversifié et faire de la vente directe, je pense que ça colle pas mal comme caractéristique on va dire. Et après, comme je suis sur petite surface, il faut que la petite surface soit optimisée, donc que ça produise pas mal. Et j'essaye de suivre un peu des indicateurs entre guillemets que j'essaye d'établir quand j'ai le temps, de chiffre d'affaires au mètre carré. Moi j'essaye de réfléchir un peu comme ça en chiffre d'affaires au mètre carré. Sachant que je disais tout à l'heure que j'avais 2500 mètres carrés à peu près de surface purement cultivée, hein, sans les passe-pieds, etc. etc. Et l'objectif, c'est d'être à peu près c'est l'objectif que je me suis fixé à 12 euros du mètre carré sur le plein champ, quoi. Là, je parle du plein champ. Et c'est 12 euros par culture Non, ou justement, c'est sur la saison. sur la C'est saison? sur la saison. Parce que quand tu fais une salade où il y a 9 ou 10 salades par mètre carré, que tu les vends à 1 euro ou un peu moins en boutique, faut pas être doctorant en maths pour comprendre que tu vas avoir du mal à atteindre les 12 euros. Du coup, la réflexion, c'est aussi quelles cultures permettent d'avoir des enchaînements de cultures sur une même planche. Et en fait, je commence à avoir de plus en plus d'intérêt pour des cultures qui ont des cycles courts. Par exemple, j'ai fait pas mal de radis là au printemps, et le radis pour ça c'est génial. T'atteins pas du tout les 12 euros, enfin moi en tout cas pour l'instant avec ma maîtrise aléatoire de la culture, t'atteins pas les 12 euros au mètre carré, mais tu sèmes un radis, 3 semaines, un mois plus tard, en fonction de la saison où tu commences à le ramasser, 2 semaines plus tard il est ramassé, en fait en un mois et demi, bon t'as fait allez, 5 ou 6 euros par mètre carré. Et du coup, si tu fais un radis, voilà un enchaînement de cultures qu'on peut imaginer, tu fais un radis début mars, tu finis de le ramasser mi-avril, tu mets une salade. Donc là, la salade, tu en mets 9 ou 10 au mètre carré, même si tu as de la perte, tu vas faire un certain chiffre. Et tu peux même envisager après ta salade qui va, si tu la mets mi-avril, qui va sortir courant juillet, mettre une dernière série de haricots verts. Et du coup, là, sur cet enchaînement-là, tu es largement au-delà de 12 euros du mètre carré. Donc ça va compenser d'autres cultures qui ont des cycles plus longs, qui en plus en général sont des cultures d'hiver et donc dans mon système qui ont un engrais vert avant. Donc l'engrais vert il a des avantages mais il a aussi l'inconvénient au niveau économique de ne pas générer d'argent, en tout cas pas directement. Donc par exemple un chou ou une courge ou une patate douce, c'est que le chou, la courge ou la patate douce. J'ai pas fait le calcul précis pour ces cultures là mais je suis à peu près certain qu'on n'arrive pas à 12 euros du mètre carré. Donc ça va être compensé par des cultures avec des cycles plus courts qui vont s'enchaîner. Donc là, par exemple, cette année, on a vu les poireaux tout à l'heure. Avant, il y avait des fèves, il y avait des épinards. Et du coup, j'arrive à caler ces deux cultures-là. J'ai fait des pommes de terre primeurs. Certaines planches sont finies d'être ramassées. Là, après-demain, je plante des céleris raves, par exemple. Donc c'est aussi une logistique mentale pas forcément toujours évidente. Et puis c'est de la théorie aussi, parce qu'en fait au début de l'année tu te dis bon je vais enchaîner ça, ça, ça et ça, et puis après il fait pas beau, ou après la culture elle végète, ou enfin il peut y avoir plein de raisons qui fait que tu prends du retard. Et comme je commande mes plants, les plants ils arrivent quand même. Donc ils arrivent quand même. La culture précédente
qui est censé être parti est peut-être encore là. Donc des fois, il faut un peu s'adapter et repiquer ailleurs et réfléchir à l'assolement. Mais du coup, c'est assez, ça peut être assez complexe. Après, le fait d'avoir une diversité, ça te permet aussi de te rater sur certaines cultures. C'est amorti par la réussite, normalement, qui arrive sur d'autres. Alors évidemment, il vaut mieux rater les betteraves que les tomates. C'est mieux quand même. Mais du coup, voilà, la réflexion, elle est de densifier la production, tout en réussissant quand même à trouver des créneaux pour apporter de la matière organique, parce que ça c'est pareil, quoi, quand tu as des cultures en place de mars à décembre, le créneau pour apporter de la matière organique avec un tracteur, sans trop faire de dégâts sur le sol et le tasser, parce que le sol est humide, parce que c'est l'hiver, c'est pas forcément évident. Garder les couverts végétaux, comme je l'ai dit, il y a une petite logistique mentale que je suis encore très loin de maîtriser, hein. Franchement, là je commence à percevoir des choses qui peuvent s'enchaîner, les exemples que j'ai dit juste avant. Mais peut-être que dans 2 ans, je vais me dire bah non, mais en fait c'est trop chaud et je vais chercher à louer une autre parcelle pour faire des légumes de garde. C'est-à-dire que, enfin là, c'est déjà un peu le cas cette année, on me prête une parcelle, mais bon, c'est un peu à l'arrache pour faire de la pomme de terre. En fait, pourquoi pas envisager avoir une parcelle, alors idéalement qui serait à côté, mais en fait ça va pas être possible ici, mais une parcelle du coup qui soit à 5 minutes en voiture max d'ici, et y mettre des légumes de garde qui s'implantent et qui se ramassent en une fois, qui n'ont pas forcément besoin de trop d'irrigation, et qui sont pas trop, tu vois, où il n'y a pas de filet à mettre, à surveiller. Donc je pense aux patates douces, aux courges, aux pommes de terre, ce genre de choses, pour libérer de la place ici et avoir peut-être voilà, des cultures à cycle plus court qui demandent plus d'attention, de la carotte, ce genre de choses. Voilà. Je commence à pressentir, si tu veux, que pour être un peu plus large au niveau économique, peut-être qu'il va falloir adopter cette stratégie-là, quoi. Mais là, en tous les cas, pour une vente directe, là, tu te retrouves à avoir toujours plein de lots et du coup à implanter en fait des planches régulièrement pour toujours avoir une diversité de légumes. Parce qu'on Ouais. dit des fois combien de légumes tu fais, tu peux faire 30 légumes, mais si tu as des salades que un mois dans l'année, tu fais des Ça marche salades, pas. mais en fait, c'est pas ça Non. qu'il faut pour le marché, quoi. Non, ben moi je fais c'est ça, je fais une trentaine, j'avais compté l'année dernière, je fais une trentaine de légumes sur la saison, avec ensuite après différentes variétés au sein du même légume. Euh, et je commande mes plants donc, et je reçois des plants toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, quoi qu'il arrive, que la terre tremble, s'écroule ou quoi, j'ai des salades. Salades. Voilà. Et après, là, cette semaine, par exemple, demain, c'est accompagné de céleri rave, de chou-fleur, et c'est tout. Voilà. Donc, et dans 3 semaines, enfin dans 2 semaines en l'occurrence, ce sera de nouveau des salades, d'autres choux. Puis là, je plante aussi les poireaux cette semaine. Donc voilà, il y a toujours effectivement un roulement. Et ça, franchement, sur la maîtrise des calendriers culturaux, c'est sur ce modèle-là en tout cas, si tu fais pas du légumier, donc 5-6 grosses cultures sur grande surface, c'est essentiel, quoi. Et là, aller faire un stage chez un maraîcher qui est bien organisé, qui maîtrise ça, c'est hyper important. Et du coup, ça c'est aussi un truc que je voulais dire. C'est les inspirations, elles peuvent être trouvées sur les techniques, on va dire, agronomiques, son travail de sol, apport de matière organique, etc. Mais on peut aussi aller les chercher chez des gens qui ne travaillent pas comme ça et qui vivent de ce boulot-là depuis 10 ans, donc, ce qui est quand même une certaine forme de mérite, et qui sont très organisés, qui sont aussi capables de te dire si tu veux qu'un chou-fleur il paume bien, il faut essayer de l'arroser à tel moment et pas à tel autre, si tu veux une belle carotte, il faut faire ci, il faut faire ça. Et du coup, ça, c'est des choses, je trouve, qui des fois sont pas forcément assez mises en avant sur les vidéos. Alors, j'ai de moins en moins de temps pour regarder des vidéos, mais sur les vidéos qu'on peut voir sur MSV, Vers de Terre Production, où des fois, j'ai le sentiment que l'aspect technicité du légume, elle est un peu, elle n'est pas beaucoup évoquée. On parle beaucoup d'agronomie, ce qui est essentiel. Alors, moi, j'ai cette sensibilité-là, donc c'est essentiel. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Les calendriers culturaux. La gestion de l'irrigation sur certaines cultures où c'est important, c'est, je pense, aussi important que l'agronomie, quoi. Et là, si tu devais nous faire le bilan là, depuis les 1 an et demi que tu es là, ce serait quoi? Le bilan, c'est que la première année a été très dure, voire trop dure. Franchement, j'ai pas été loin de lâcher un moment là, quand c'était la fin d'azote généralisée, sauf pour le sorgho d'Alep, tout, c'était un peu chaud. Donc le conseil, ce serait d'essayer de faire les choses. En fait,
tous les contextes sont différents, donc c'est difficile quand même de donner un conseil de base, mais si la situation économique le permet, essayer de faire les choses quand même étape par étape et pas essayer de monter des serres, des irrigations, de mettre en place des cultures tout dès la première année, c'est quand même un coup à se cramer, à se faire mal et à pas avoir de temps pour faire autre chose par ailleurs et du coup avoir un équilibre qui est un peu mis en danger, on va dire. Donc ça, ce serait le conseil. Et après, franchement, se former, quoi. Se former sur la partie agronomique, se former sur la partie technique légumes, quoi, sur ce que j'ai évoqué, les calendriers de culture. Et le bilan, là, au bout d'1 an et demi, c'est que j'en ai quand même bien, bien chié la première année. Cette année, c'est quand même beaucoup plus, j'allais dire tranquille, c'est excessif, mais les choses sont plus maîtrisées. Tu vois, les plants arrivent, les parcelles sont prêtes, je plante direct, il n'y a pas de retard. Et au niveau conduite des cultures, ça va, ça pousse bien, sauf les problèmes de ravageurs qu'on a évoqués. Donc je suis plutôt content, quoi. Et du coup, ton changement de vie que tu as fait pour une vie plus tranquille et plus paisible à la campagne, est-ce que c'est vraiment... Alors plus paisible à la campagne, oui, c'est sûr que c'est plus paisible que prendre le RER A 2 heures par jour, ça il n'y a pas photo. C'est pas forcément moins de travail, hein. Moi je viens d'un milieu où je travaillais beaucoup, donc c'est pas, en termes de volume horaire en tout cas, c'est pas moins de travail. Moi au début quand j'ai commencé à faire ça, j'avais pas l'impression de travailler aussi. Tu sais, tu plantes des légumes, t'es dehors, c'est trop bien, c'est cool. Bon, et puis il y a un moment où tu as aussi envie d'en vivre, tu as aussi envie de te préserver du temps pour voir ta femme ou peu importe, ou ton enfant, voilà, des choses importantes ou des personnes importantes en tout cas. Et après, ouais, il y a un côté passion. Et puis bon, je reste mon patron, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est une motivation qui revient souvent, mais tu es ton patron. Donc si tu as envie de ne pas aller bosser, tu n'y vas pas. Il vaut mieux éviter. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé franchement. L'année dernière, non, clairement, l'année dernière, c'était juste infaisable. Cette année, tu vois, mars, avril, jusqu'au 20 mai, là où ça commence à partir en sucette en termes de charge de travail, j'étais là à 9 h, je repartais à 17 h 30, tu vois, et puis il y avait des jours où ça me disait pas, donc je restais chez moi, tu vois. Je commence à réussir à me permettre ça. Je sais pas. Et l'objectif, on va dire, c'est que ça soit le plus souvent possible dans les années à venir, quoi. Mais ça passe voilà, par... c'est l'expérience aussi, hein. C'est une meilleure organisation, c'est une meilleure maîtrise des cultures, c'est aussi peut-être... alors, ouais, être diversifié, mais peut-être faire aussi un peu de sélection dans ce que tu fais. Si vraiment il y a un truc qui ne marche pas sur ton terrain, dans ton contexte, arrêter de se prendre la tête à essayer de le faire. Voilà. Tu fais pas de navet, bon tu fais pas de navet, c'est pas dramatique, quoi. Et voilà. Merci bien Gaspard pour C'était cette bien. vie.